Tous les investisseurs se posent la même question, est-ce que le LMNP va-t-il disparaître? Est-ce que c'est la fin de cette niche fiscale? En tout cas, dans cette vidéo, je te propose un programme en 3 points. Le premier va être la loi anti-Airbnb. Est-ce qu'elle a été adoptée? Est-ce qu'elle a été votée? Tout simplement, où est-ce qu'on en est? Et tu verras qu'il y a plusieurs articles qui changent fondamentalement le prisme de la location courte durée. J'en ai recensé 7. Donc on va évoquer ça ensemble. Deuxième sujet au programme, la réforme de la fiscalité locative. Il y a un rapport qui est sorti de la députée de Madame Le Meur de 107 pages. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que les scénarios étaient suivis, pas suivis? Je te dis tout. Et le dernier élément, c'est de répondre à la question, est-ce que le LMNP est-il mort en 2025? Je te donne mon avis, là où on en est des échanges parlementaires, et surtout une stratégie ou plusieurs points stratégiques à prendre en compte si tu veux investir en immobilier dans les prochaines années. Et on se retrouve sur mon écran, où comme tu peux le voir, on va aborder ces 3 points, et je te propose de commencer de suite avec la loi anti-Airbnb. Donc la loi Airbnb a été à l'initiative de 2 députés, le député M. Echaniz et Mme Le Meur. Donc ils ont construit un texte de loi qui a été présenté à l'Assemblée nationale le vendredi 28 avril 2023 et on peut voir qu'à la première lecture du jour même, le texte de loi a été adopté par l'Assemblée nationale. Il s'est passé plusieurs mois et il a été mis à l'ordre du jour au Sénat le 29 janvier 2024 et il a été également adopté sous la forme qui a été présentée. Ensuite, il est passé dans le parcours législatif qui est donc de faire une commission mixte paritaire. Il a été adopté donc le 22 mai 2024. Je pense que tous ceux qui ont vécu en France ces derniers mois, une dissolution a été effectuée et il n'a été que mis du côté de la commission mixte paritaire du Sénat qu'à l'ordre du jour le jeudi 17 octobre 2024 et elle a été adoptée, pas promulguée, adoptée. Donc ça veut dire que qu'est-ce qui s'est passé pendant ce laps de temps? Tout simplement qu'en fait le projet de loi de finances a été, en fait la loi anti-Airbnb a été mise au vote du projet de loi de finances, a été soumis au projet de loi de finances 2025 et on va voir qu'il y a eu 7 changements majeurs sous forme d'articles qui ont émergé de cette loi et je vous en dis plus. Les changements majeurs sous forme d'articles, vous avez le premier qui est la procédure d'enregistrement généralisée. En fait, jusqu'à aujourd'hui, des mairies avaient mis en place un système d'enregistrement. Maintenant, la loi va mettre en place un téléservice national unique. C'est-à-dire que toutes les locations meublées devront être enregistrées sous ce téléservice. Le deuxième article concerne les résidences principales. À aujourd'hui, les résidences principales peuvent être louées jusqu'à 120 jours en location saisonnière. Maintenant, il est possible pour les maires d'inscrire auprès de leur commune, en tout cas les maires peuvent dire on abaisse de 120 jours à 90 jours de location. L'article 2 concerne les résidences principales. À aujourd'hui, vous pouvez louer 120 jours votre résidence principale en courte durée. Et là, la loi permet aux maires de abaisser de ces 120 jours à 90 jours. L'article 3 concerne les DPE. Alors, depuis plusieurs mois, il y avait un débat entre est-ce que les locations courte durée étaient soumises, en fait, quand vous tombez sur une passeur thermique, au calendrier des sorties de passeurs thermiques. Et maintenant, il n'y a plus de débat, c'est obligatoire, vous devez respecter le calendrier. Donc, pour rappel, c'est les classes énergétiques de type G à partir du 1er janvier 2025, donc d'ici quelques jours, ne seront interdits à la location. À partir de 2028, les classes énergétiques F et les classes énergétiques E à partir de 2034. Et si vous ne vous conformez pas à ça, ça peut coûter assez cher, puisqu'en fait, c'est 100 € par jour en cas de non-respect, plus 5 000 € d'amende par logement non conforme. J'avoue que c'est quand même assez dissuasif. L'article 4 concerne les quotas d'autorisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça permet à chaque maire, dont les communes qui comptent 20% de résidences principales, à pouvoir mettre 2 choses en place. Le nombre maximal d'autorisation et l'autorisation temporaire. Ça implique quoi? C'est que si un maire, par exemple, a, je sais pas moi, 2000 logements, il accorde uniquement que 300 logements, soit en location saisonnière. Si vous êtes le 301e, la demande 301e, ce sera chocolat pour vous. Et la deuxième chose, c'est l'autorisation temporaire. Un maire, si tant est qu'il applique ce quota d'autorisation, peut dire, moi j'autorise la location saisonnière sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, par foyer fiscal. L'article 5 concerne l'urbanisme. Alors, qu'est-ce que dit cet article? Et celui-là, il peut être vraiment un coup de massue, puisqu'en fait, il est réservé aux résidences principales. Alors, réservé aux résidences principales. Un maire peut, grâce à cet article, dire, je réserve la location saisonnière, la location meublée de tourisme, dédiée spécialement aux résidences principales, en excluant les résidences secondaires. Donc, autant dire que c'est un frein à la création de meublés dans une commune, ça c'est une évidence, mais c'est encore une fois soumis à l'approbation d'un maire d'une commune. Donc je vois mal peut-être certains maires de communes dans les stations balnéaires type mer montagne mettre ce genre de choses en place, mais en tout cas pour les autres maires d'autres territoires, ce sera possible. L'article 6 parle des copropriétés. Donc pour ceux qui ont déjà fait la location saisonnière, vous savez qu'il faut impérativement voir si la location saisonnière est autorisée ou pas dans le règlement de copropriété. Souvent,
quand vous avez une autorisation, c'est que les professions libérales ou les commerces sont autorisés dans la copropriété. Là, l'article 6 se dit que pour ceux, alors c'est ça qui est un peu pas très clair aujourd'hui, mais pour ceux qui n'ont rien inscrit dans leur règlement de copropriété, ils pourront autoriser ou interdire la location meublée de tourisme, et ce, à partir du 19 novembre 2024. Et le dernier article qui touche notre portefeuille, ça concerne la fiscalité. Puisqu'en fait maintenant c'est acté, vous allez le voir un peu plus loin, mais en gros, les seuils ont été modifiés du microbic, ainsi que leurs abattements. Et ça donne quoi? Ça veut dire que la location de tourisme non classée, les affaires passent de 77 000 à 23 000 et les abattements de 50 à 30%. La location de tourisme classée, par contre, passe de 188 000 à 77 000. Passant donc les abattements de 70 à 50%. Concernant la location meublée d'habitation, là, statu quo, il n'y a pas trop de changements. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous dépassez ces chiffres d'affaires, vous êtes soumis de passer le LMNP au réel. Donc en gros, ça veut dire quoi? C'est que si vous dépassez ces chiffres d'affaires, vous êtes obligé de passer automatiquement au LMNP au réel. Donc c'est pas non plus une fin en soi, mais par contre, je vois un petit peu là où va en venir le gouvernement, c'est que surtout pour les locations de tourisme classées, vous aviez des personnes dans les entendus, faisaient donc de l'investissement immobilier, tapaient le plafond de ces 188 000, avait un abattement de 70%, donc leur base imposable n'était que de 30%, voilà, les impôts étaient calculés uniquement sur les 30%, ce qui faisait un manque à gagner considérable. Donc je pense que c'est ça qui est un peu visé par le gouvernement. Et dans l'article de la fiscalité, il avait été question aussi par certains députés de mettre en place la TVA. Bon, ça a été abandonné, ça n'a pas été mis à l'ordre du jour, en tout cas, ça n'a pas avancé dans ce sens-là, donc fort heureusement, parce que sinon ça aurait eu un impact sur les prix des nuitées, en tout cas pour les voyageurs. Donc heureusement que ça n'a pas été mis en place. Après, le débat peut se faire entre les hôtels et la location courte durée. En tout cas, en état de cause, ça n'a pas été voté, adopté et du coup promulgué. L'autre chose, c'est l'abandon de l'exonération de la CFE. Donc il y a certains députés, ou en tout cas une demande qui a été faite pour que les locations meublées ne soient pas assujetties à la CFE. Bon, là, sans surprise, ça n'a pas été le cas. Toute activité d'investisseurs immobiliers meublés continue à être assujetti à la CFE. Donc du coup, est-ce que cette loi anti-Airbnb a été votée, adoptée, ou est-ce qu'on en est? Voilà, sans trop de suspense, elle a été promulguée. Et c'est pour ça que j'ai mis un certain temps à faire cette vidéo, parce qu'en fait, ça bougeait quasiment pas tous les jours, mais beaucoup d'éléments arrivaient plusieurs fois par semaine. Et là, maintenant, depuis quelques jours, tout ce qu'on vient de voir ensemble, voilà, ces 7 articles ont été adoptés, votés et promulgués. Et maintenant, il faut s'y référer puisque c'est le journal officiel. On a pu voir donc la loi anti-Airbnb, voilà, qui a été votée et promulguée récemment. Mais qu'est-ce qu'il en est de la réforme de la fiscalité locative? En tout cas, on retrouve la députée Madame Lemeur qui est à l'initiative de cette proposition, cette réforme, alors avec d'autres députés, mais c'est un peu la tête de liste en tout cas sur cette réforme. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait depuis plusieurs mois? C'est qu'en fait, elle a été missionnée par l'ancienne ministre Elisabeth Borne de faire des propositions de réforme à la fiscalité locative. Et cette proposition, c'est... En fait, il y a un projet, en tout cas un rapport de 107 pages qui a été édité. Et moi, en fait, ce qui me frappe, c'est qu'on entend depuis plusieurs mois, tout le monde de l'investissement immobilier, de la YouTube-sphère, ou voilà, en tout cas, tout le monde de l'immobilier crie un peu au scandale depuis plusieurs mois sur ce rapport. Et honnêtement, je partage une grande partie un petit peu des inquiétudes, parce que, donc du coup, si ne serait-ce que 40, 50, 60% de ce type de rapport passe, je ne sais pas ce qu'il en était devenu de la production de logements anciens, en sachant qu'il y a une tension locative en France énorme. Donc, est-ce que le marché se serait lissé? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je partageais quand même grand nombre d'inquiétudes là-dessus. Mais moi, ce qui m'a interpellé, c'est ok, il y a un rapport de 107 pages. On suit pas, voilà, c'est pas trop le sujet. Mais surtout, c'est qu'on en vient uniquement à mettre, en tout cas, à discussion auprès des députés, 2 lignes. C'est-à-dire, on a 107 pages, on en arrive à 2 lignes. Et qu'est-ce que disent ces 2 lignes? C'est qu'en gros, c'est l'article 24 qui indique que la réintégration des amortissements admis en déduction dans l'assiette la plus-value imposable réalisée lors de la cession de locaux ayant fait l'objet d'une location meublée dans le cadre d'une activité exercée à titre non professionnel. En clair, ça dit quoi? Ça veut dire que vous amortissez durant la détention de vos biens, très bien. Par contre, ces amortissements que vous avez amortis, que vous avez bénéficié, en tout cas, vous les réintégrez quand vous vendez demain votre investissement meublé. Ok, c'est cool. L'article 24 a été mis au projet de loi de finances 2025. Mais où est-ce qu'on en est? On peut voir que ce projet de loi a été déposé à l'Assemblée nationale le jeudi 10 octobre 2024. Il a été rejeté immédiatement dans la foulée à sa première lecture, ce qui implique en fait que le Sénat va débattre d'un texte, mais le texte qui a été proposé initialement, on oublie tous les amendements faits depuis plusieurs jours. En gros, c'est quasiment recommencer de zéro l'étude et l'adoption potentielle de ce texte de loi. Donc on voit bien que sur la réforme de la fiscalité locative, il y a encore des discussions, ça c'est sûr, mais que uniquement
je dis bien uniquement, c'est la réintégration des amortissements lors de la vente d'un bien qui est réintégré dans le monde pour calculer la plus-value. Contrairement à tous les scénarios qui sont indiqués dans ce rapport. Je vous mettrai d'ailleurs le lien du rapport en description. Et du coup, on va répondre à la question, est-ce que le LMNP en 2025 est-il mort? Je vous donne des éléments de réponse de suite. Deux scénarios s'offrent à nous. Est-ce que le projet de loi de finances est modifié ou n'est pas modifié? S'il n'est pas modifié, en tout cas, il faut le savoir, et il ne faut pas écarter cette hypothèse, pas de sujet, parce qu'en fait on revient, on reste comme on est aujourd'hui, c'est-à-dire que l'intégration des amortissements pour le calcul de la plus-value n'existe pas, puis voilà, on reste comme on est. Jusqu'à quand? Je ne sais pas, mais en tout cas, il se peut que le projet de loi de finances ne soit pas modifié à ce sujet. S'il est modifié, à date, les échanges parlementaires indiquent quoi? La tendance, c'est que vraiment, on va responsabiliser les maires et les communes, c'est-à-dire qu'il y a une décentralisation des décisions pour chaque territoire, donc surtout pour la loi anti-Airbnb, puisqu'en fait, il faut vraiment suivre toutes les décisions prises par chaque commune, chaque maire, pour voir un petit peu à quelle sauce vous allez être mangé sur votre territoire, en sachant que j'ai vu une différence entre les différents textes qui sont en train d'être étudiés, entre la location courte durée et la location longue durée. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des textes de loi, donc on le voit, je vous l'ai mis là, mais où la location courte durée, les amortissements seraient réintégrés sur les investissements effectués après le 1er octobre 2024. Et la location longue durée, il y a un amendement qui a été déposé par la députée Madame Louvagie qui indique que la réintégration des amortissements, la location longue durée ne serait pas concernée au travers des résidences étudiantes, des résidences seniors et de la lecture que j'en fais, je mets des gros guillemets, la location longue durée sur le parc privé. Donc si vous avez des précisions à m'apporter là-dessus, mais moi la lecture que j'en fais, on serait exempté ou en tout cas de réintégrer les amortissements au calcul de la plus-value. Du coup, je vais vous donner mon avis, être transparent à 100% sur ce que je pense. La première raison, en tout cas, c'est qu'il faut vraiment regarder les communes, vraiment être un expert de son secteur parce qu'il va y avoir des réactions de communes au cas par cas. Ça va vraiment devenir une jungle. En tout cas, moi, c'est mon ressenti. Alors déjà que ça l'était, là, je pense vraiment qu'il va falloir être un expert de son secteur. Voilà, quand vous êtes investisseur immobilier, on sait très bien qu'il faut analyser son secteur, être voilà l'expert, mais je pense qu'il va falloir même être un expert de loi, en tout cas de la commune, de lire les bulletins officiels ou en tout cas tous les programmes qui sont sortis tous les, je sais pas, tous les 2 mois ou tous les trimestres par les communes. Vraiment rentrer dans la vie de chaque territoire. La deuxième chose, moi, qui m'interpelle et que je trouve tendancieux et qui, du coup, je pense qu'il va créer pas mal de remous, c'est d'un point de vue le droit des copropriétés. Je trouve que c'est assez flou. Voilà, on dit que quand les règlements de copropriété n'incluent pas une autorisation ou une interdiction, là, maintenant, elles peuvent le mettre en place. Celle d'avant, qui est autorisée, on ne sait pas trop. En tout cas, il va y avoir des grosses discussions avec le conseil syndical et de copropriété pour savoir si on intègre ou pas cet article qui autorise ou qui interdit les locations saisonnières dans la copropriété. Attendre la publication au journal officiel. Donc, en tout cas, pour la loi anti-Airbnb, il n'y a plus trop de sujets. Voilà, maintenant, c'était promulgué là depuis quelques jours. Par contre, concernant la réforme de la fiscalité locative, bon, déjà, on a pondu de 107 pages à 2 lignes, on s'en sort d'une belle, on va dire, mais en tout cas, il faut vraiment attendre la fin des débats et la fin des échanges parlementaires pour pouvoir avoir un avis définitif. Mais même si, quand bien même la réintégration des amortissements se fait et est adoptée et promulguée, ce n'est pas une fin en soi. C'est sûr, ça met du plomb dans l'aile sur un investissement, il ne faut pas se le cacher, mais ça ne veut pas dire que le LMNP est fini et je vous donne mes stratégies. Voilà, je trouve qu'il faut quand même être LMNP friendly, c'est-à-dire que moi je pense que le LMNP n'est pas mort, en tout cas avec les textes que je vois à aujourd'hui. Dans les années futures, je ne sais pas, d'ailleurs je ne veux pas en parler. Il est évident qu'en fait la fiscalité locative, voilà, il y a un regard assez poussé de la part du gouvernement et du Parlement, mais en tout état de cause à aujourd'hui, le LMNP reste quand même toujours intéressant et surtout pour diverses raisons. La première des raisons pour moi, c'est que les abattements pour durée de détention sont présents, c'est-à-dire plus vous gardez longtemps votre bien, mieux c'est. À partir de la 6e année, commencez à avoir des abattements. Alors depuis que François Hollande, on est passé de 15 ans à 30 ans pour avoir une exonération on va dire totale, mais quand bien même si vous gardez longtemps votre investissement, vous allez payer votre base imposable pour calculer le PLU sera moindre. Donc ça reste encore intéressant. L'autre élément, c'est qu'il n'y a pas de rétroactivité. Je l'ai dit plus loin, c'est-à-dire que ce soit pour votre location courte durée ou pour le LLD, en tout cas, à aujourd'hui, dans les textes qui sont étudiés, il n'y a pas de rétroactivité. Donc pour ceux qui ont investi avant, vous pouvez être soulagé. Autre élément, et pas des moindres, c'est l'amortissement durant la détention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes voilà, les gens qui veulent défiscaliser ou investir dans l'immobilier, positif, voilà, avec le Pinel qui s'arrête dans quelques semaines. Le LMNP et quand même le déficit foncier restent des éléments quand même à prendre en compte dans sa stratégie d'investissement. Mais là, le focus est sur le LMNP. Vous amortissez durant toute la détention de votre bien, donc ce qui fait que vous ne payez pas d'impôt sur vos revenus fonciers entre 7
et 12 ans en fonction des profils de l'investisseur et l'investissement que vous réalisez. Donc c'est quand même intéressant malgré tout d'investir en LMNP les prochaines années. Autre élément qui va en faveur du LMNP, c'est le cash disponible. C'est-à-dire que vous n'investissez pas en société, vous investissez en nom propre. Du coup, cet argent est disponible, moyen justification, mais en tout cas, vous n'avez pas de flat tax à payer si vous voulez sortir de la trésorerie. Donc stratégiquement, je l'ai dit un peu plus haut, en fonction, voilà, maintenant, concernant la location courte durée, vous avez les seuils qui ont été modifiés ainsi que les abattements. Donc il faut vraiment voir avec un expert comptable câblé quel est, on va dire, le régime à adopter. Est-ce qu'on reste en microbique? Est-ce qu'on passe au réel? Si on dépasse les plafonds de chiffre d'affaires, là c'est automatique. Mais il faut vraiment vous rapprocher d'un spécialiste pour pouvoir étudier cette situation et de voir quelle est la meilleure stratégie. L'autre chose qu'on ne parle pas assez, en fait, investir dans l'immobilier, c'est que si aujourd'hui vous êtes locataire, que vous investissez dans un bien immobilier qui est considéré comme une résidence secondaire aux yeux de l'État, et que vous avez projet d'acheter votre résidence principale, eh ben, vous avez tout intérêt, si vous souhaitez, vous pouvez, mais vendre votre investissement immobilier, et l'argent généré ne sera pas soumis à la plus-value puisqu'il faudra le réintégrer dans l'achat de votre résidence principale. Donc c'est quand même un hack, une astuce qui n'est pas très connue, mais que si dans votre stratégie à moyen et long terme, c'est quelque chose qui vous intéresse d'investir et d'avoir votre résidence principale dans un second temps, c'est un régime d'exonération très puissant. Et si vous voulez continuer à investir, que ce soit en meublé et surtout en location courte durée, visez les petites et moyennes villes. Clairement, la loi anti-Airbnb et la réforme de la fiscalité locative, alors un peu moins la réforme de la fiscalité locative, mais surtout la loi anti-Airbnb, et souvent, il y a un gros focus mis sur les grandes villes où ce sont des zones tendues, où il manque il y a un manque de logements criant. C'est pour ça que je vous invite vraiment à regarder les petites villes, les petites et moyennes villes autour de ces zones tendues, où vous avez des axes autoroutiers très intéressants, où vous avez des gares, vous avez des aéroports, vous avez des autoroutes, il y a des constructions de trams qui prolongent la ville, qui partent d'une gare peut-être au centre-ville. Nous, Montpellier, qui sont desservis par le tram, qui sont encore éligibles à la loi anti-Airbnb, sous couvert que les maires mettent en place ou pas les articles, on est d'accord, mais en tout cas qui ne sont pas considérés en zone tendue et qui sont adressés par le tram. Donc, et même si toutefois vous êtes à 20-30 minutes d'une gare ou d'un aéroport, ça reste quand même intéressant d'aller voir ces petites et moyennes villes. Et surtout, pour celles qui sont où il faut prendre la voiture, vous avez des prix au mètre carré qui peuvent être très intéressants et vous pouvez avoir des business plans très intéressants en location courte durée pour viser ces petites et moyennes villes. Et le dernier élément stratégique à prendre en compte, c'est que si vous en avez marre qu'il y a du LMNP au réel, du microbique, tout ça, et que vous avez une ambition de dupliquer un petit peu les investissements ou que vous êtes chef d'entreprise ou profession libérale, moi je conseille très fortement dans ces cas-là de vraiment privilégier la SCI à l'IS. Souvent pendant pas mal d'années j'ai dit tapez votre plafond LMNP et investissez en SCI à l'IS. C'est quand même encore vrai, mais bon, avec l'avènement un peu de l'investissement immobilier ces dernières années, si vous avez une ambition de faire plusieurs investissements, la SCI, de mettre en place une SCI à l'IS dès le départ peut être pertinent. Mais ce n'est pas la voie royale. Il ne faut pas croire que de créer une SCI, c'est le Graal avec une holding au-dessus. Non, moi, mon avis, c'est d'apprendre à investir dans l'immobilier en premier temps en nom propre et ensuite de dupliquer un modèle en société parce que ça a d'autres contraintes, la flat tax et bien d'autres choses. J'ai terminé pour ces différents sujets. Maintenant, j'espère que tu vois plus clair sur la loi anti-Airbnb ou la réforme de la fiscalité locative. Si tu souhaites me faire des retours ou me dire des précisions par rapport à tout ce que je viens de dire, n'hésite surtout pas. Je les prendrai en compte et on répond à tout. Et puis, je te dis à très vite. Ciao!